demander d'accueillir Jean-Georges Trouillet, le président d'Unserland. Merci Sarah, merci Edouard. Chers amis, liebe Freunde, es ist für mich eine Freude, euch hier in Schlettstadt zu begrüßen. Heute zu unserer Winteruniversität 2026. Schlettstadt ist eine besondere Stadt für Elsass und für uns. Schlettstadt ist eine Stadt, wo unsere Farben, unsere schönen Farben rot und weiß flattern. Schlettstadt ist der Ort, die Stadt, wo wir uns seit Jahren treffen, als unser Land, Vorstand und Großer Rat. Und Schlettstadt ist auch unsere geheime Hauptstadt, Hauptstadt vom Elsass. Tu l'as dit tout à l'heure, la capitale, à l'époque, avant 2013, lorsque se faisaient les prémices de la fusion entre Haut-Rhin et Bas-Rhin, s'est posée cette éternelle question de savoir Strasbourg, Mulhouse, Colmar. Et à l'époque, nous avions indiqué ou proposé que pour mettre court à cette polémique qui finalement parlait de tout sauf du plus important, à savoir les compétences, voilà, que si vraiment c'était le principal sujet, le nœud gordien à trancher, alors autant que ce soit Sélestat qui soit la capitale, puisque Sélestat, c'est une belle ville, une ville qui est au milieu de l'Alsace et qui finalement, à l'instar de ce qu'ont fait les Basques avec Gasteiz, en fait, permet finalement de répartir la visibilité du pouvoir sur l'ensemble du territoire. Voilà. Bienvenue donc à Sélestat, bienvenue à vous toutes, à vous tous, bienvenue également à nos intervenants. Une nouvelle fois de haute volée, de qualité. Je saluerai tout à l'heure donc Peyo Dufo, député basque de Etxebai, qui nous rejoindra en début d'après-midi. Paul Molac, qui sera également là en visio. André Reichhardt, ancien sénateur et maire de Souffelweiersheim, président du Mouvement pour l'Alsace. Muriel Fabre, maire de Lampertheim et secrétaire général de l'Association des maires de France. Savaio Luciani, qui nous vient de Corse, du PNC, dont il est président du conseil du PNC et membre de RPS. Il est également à l'Assemblée de Corse. Michel Fertin-Palas, rédacteur en chef à l'Express, spécialiste reconnu des langues régionales. Laurent Blondat, président de Sabodia MRS, donc de Savoir, également membre de RPS, employé au canton et la République de Genève. Et donc Édouard Faller et Sarah, que vous avez vu tout à l'heure. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est en grande partie, le fédéralisme. Et je dirais, le fédéralisme, faut-il y croire? Faut-il y croire vraiment? Alsaciens, Mosellans, Savoyards, Corses, Bretons, Occitans et autres, pour beaucoup, notre engagement politique, a commencé par un engagement culturel. Un engagement qui vient des tripes. Il s'agit de défendre les singularités culturelles, linguistiques et historiques de notre Heimat. Michel Fertin-Palas parlera tout à l'heure, avec le talent qu'on lui connaît, de la question des langues. Paul Molac et Savaio Luciani aussi lui emboîteront le pas. Mais on comprend bien que pour nous, pour nos partis, finalement, cette question culturelle, cette question historique est le fondement de notre engagement politique. Et la première réaction qu'on a, c'est de se dire on est embarqué dans un bateau sur lequel on ne maîtrise rien, dans un système qui nous broie, en fait, et que la première réaction, c'est se dire il faut qu'on sauver sa peau. Nous sommes dans un système qui nous est profondément hostile. Le jacobinisme, je peux faire un dessin de ce que c'est, et il nous faut déroger de ça. Il nous faut un statut dérogatoire. Et c'est le principe, finalement, de l'autonomie, du nationalisme. C'est en fonction des endroits dans lesquels on se trouve, ce sont des concepts qui peuvent avoir valeur, entre guillemets, synonyme, notamment en Corse ou au Pays Basque. Et on parle d'un nationalisme, mais pas celui qui écrase ou qui exclut. C'est le nationalisme qui dignifie, qui sauve et qui protège. Sauver sa peau. Maintenant qu'on a dit ça, on constate que notre singularité en tant qu'Alsaciens ou autres, cette singularité est universelle. Nous sommes tous singuliers. Nos peuples sont tous singuliers. Ils ont tous quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est ce qui rend notre combat, en même temps, juste, mais aussi universel. Et nous qui sommes nés maintenant dans un pays qui est peut-être le plus centralisé et jacobin d'Europe, nous sommes face à cette question, politiquement, comment devons-nous agir?
Et finalement, la question qu'on pose, c'est une question qu'on pose à la France, qu'on pose tous les jours à la France. Nos peuples, nos histoires sont antérieures, finalement, au pays dans lequel on vit. Et la question que nous posons, c'est, a-t-on le droit de vivre? A-t-on le droit, finalement, nous, en tant que peuple, d'avoir, finalement, le droit de pérenniser notre langue, notre culture, notre façon de vivre? Voilà. C'est cette question-là que nous posons finalement à la France. La France accepte-t-elle ou non? Et en fonction de sa réponse, finalement, découle notre action politique. Alors, la France, vous le savez, est un pays extrêmement centralisé, mais il y a également d'autres modèles, des modèles qui sont très proches de nous. Laurent Blondin vous parlera plus tard du cas suisse et vous exposera finalement ce que peut être un pays finalement dans lequel on a des langues qui sont officielles et qui sont pratiquées, des pays finalement un pays qui n'a pas forcément, qui n'est pas bâti sur un État, mais qui est bâti finalement sur une volonté finalement de vivre en commun, mais dans lequel chacun finalement garde entièrement son identité et une grande partie de la maîtrise de son destin. Se pose donc la question de l'autonomie, ça j'en ai parlé, nous sommes tous autonomistes, mais en même temps du fédéralisme. Le fédéralisme, c'est quand même autre chose, hein. C'est l'idée de se dire que l'approche ne serait plus forcément en fait à chercher un statut dérogatoire, mais finalement de voir comment est-ce qu'on peut renverser l'ensemble du système actuel pour que finalement nos attentes, nos besoins soient respectés. Le fédéralisme, faut-il y croire? Il y a un an, j'aurais dit non. Peut-être même il y a 6 mois, j'aurais également dit non. Pourquoi? Parce que la France, excusez-moi du peu, c'est quand même le roi Soleil, c'est l'abbé Grégoire, c'est Robespierre, Napoléon, Gambetta, Clémenceau, De Gaulle. C'est un pays qui a tour à tour été une monarchie absolue, une dictature, un empire, une république, certes, mais souvent et toujours jacobine, et aujourd'hui une monarchie républicaine. Donc c'est sûr que là-dedans, voilà, le mot fédéralisme, l'idée même de fédéralisme, elle n'est pas apparue, si on veut bien remonter dans les décennies ou les siècles qui nous précèdent. C'est un pays qui s'est toujours construit sur la verticalité du pouvoir, la concentration de ce pouvoir, voire même la réification de ce pouvoir. Voilà, il suffit de penser maintenant au roi Soleil ou du président de la République, de la Ve République, pour comprendre ce que je veux dire. Mais ces dernières années, ces derniers mois, beaucoup de choses changent. Et ces choses font qu'aujourd'hui, ce système-là, cet ADN même-là de la France, est aujourd'hui remis en question. Certes, peut-être à bas bruit, mais vraiment remis en question. En 1980, la dette publique représentait 20% du PIB en France. Aujourd'hui, elle dépasse 110%. La France, aujourd'hui, qui avant était un pays dont on peut dire quand même qu'elle était au niveau mondial quand même un pays qu'on écoutait, ou même qui économiquement avait quand même un poids non négligeable, aujourd'hui c'est un pays qui est en pleine déconfiture économique. Sur le point de vue des institutions, on expliquait que certes, la France peut couler, mais ces institutions jamais, puisque la Ve République serait finalement le système le plus stable qui puisse exister. Là, il faudrait peut-être rappeler une réalité. Sur les 20 dernières années, si on compare maintenant la France avec d'autres pays, nous avons eu 11 gouvernements. L'Allemagne en a eu 3. Et des pays que les Français aiment bien gosser, comme la Belgique ou l'Italie, en ont eu respectivement 8 et 9. Alors non, la Ve République n'est pas gage de stabilité. C'est un gage, finalement, de concentration du pouvoir, mais qu'aujourd'hui est un système politique qui est en pleine dérive. Le 28 novembre, j'ai participé à une conférence au Sénat, certes conférence discrète, qui a réuni maintenant quelques dizaines, peut-être une trentaine, une quarantaine de personnes, dont le sujet était le fédéralisme. L'idée même de faire une conférence sur le fédéralisme au Sénat, en France, donc un peu dans quand même le temple de ce qu'est la France d'aujourd'hui, interpelle. Et ce qui m'a encore plus interpellé, c'est qu'à quelques exceptions près, puisque j'étais représenté l'Alsace, et puis donc il y avait un collègue de Savoie qui était également là, voilà, l'ensemble des intervenants venaient de régions ou de territoires dans lesquels il n'y a pas d'expression culturelle ou identitaire forte, ou du moins beaucoup moins forte que la nôtre. Voilà. Il y avait des Normands, il y avait des gens du Châteauroux, vraiment des endroits, les derniers endroits où on peut penser, où on pouvait penser qu'un jour l'idée fédéraliste puisse émerger. Et pourtant, c'était des élus, c'était des hauts fonctionnaires,
c'était des maires de villes moyennes ou relativement significatives. Et je pense que même si c'était peut-être un épiphénomène, il se passe quelque chose. Aujourd'hui, il se passe quelque chose. Et j'aurais qualifié ça, cette réunion-là, de l'apparition d'un fédéralisme pragmatique. De gens qui se rendent compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Et que cette idée, finalement, que l'État centralisé, l'État jacobin est un problème, cette idée-là ne se base pas, de leur point de vue, sur une question linguistique ou culturelle, mais sur un pragmatisme. Et c'est ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, c'est le début de la fin du jacobinisme en France. Soit c'est le début de la fin, soit on l'aura en beaucoup pire. Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, ça vaut la peine d'y croire. Ça vaut la peine d'y croire parce que même si on se regroupe maintenant entre Basques, Corses, Alsaciens, Occitans, Savoyards ou autres, on se rend compte que numériquement, nous restons quand même une minorité. Et que le centre du pouvoir, qui est à Paris, pour le faire basculer, celui-là, il faudra plus que nos minorités à nous. Et c'est ce que disait un peu dans l'idée l'organisateur de cette journée, c'est que finalement, individuellement, on arrive parfois à avoir quelques avancées, mais globalement, Paris ne cédera jamais. Il ne cédera jamais par rapport ou du moins, il ne cédera que lorsque le rapport de force sera suffisant pour le faire céder. Et quand je dis Paris, finalement, on peut toujours se demander c'est qui. Et c'est ce que disaient ces personnes-là, et c'était intéressant de l'entendre de leur bouche. C'est que finalement, c'est quelques dizaines, quelques centaines de hauts fonctionnaires, certes des gens intelligents, des gens bien formés, mais qui sont au service d'un système profondément malsain. Et le pouvoir que leur confère aujourd'hui ce système-là leur donne finalement l'impression d'être tout-puissants. Mais en même temps, ils sont tout-puissants, mais ils voient bien qu'ils peuvent avoir les meilleures idées du monde. Le système dans lequel on vit ne permet même pas de les appliquer. Voilà. Et donc, le nœud gordien finalement de ce système, il tient à ces quelques centaines de personnes, mais qui ont finalement tous les pouvoirs. Ils ont tous les pouvoirs parce qu'ils sont dans les ministères les plus importants, ils nomment les gens au poste clé. Vous avez vu la nomination maintenant à la Cour des comptes, vous comprenez que voilà, ce système est bien tenu et il ne s'effondrera que si nous arrivons à renverser le rapport de force. Nous avons dans quelques semaines les élections municipales et nous allons également parler maintenant de la commune. Commune comme pilier de base du fédéralisme, point d'interrogation. Le fédéralisme, l'autonomie sont des systèmes éminemment démocratiques. C'est pousser finalement la démocratie à son optimum. Et ce que nous défendons, c'est évidemment une subsidiarité ascendante. C'est-à-dire que pour chaque problème, pour chaque question, pour chaque décision, le premier échelon par lequel ça va être traité, ça va être la commune. Et lorsqu'on voit que la commune n'est pas l'échelon pertinent, à ce moment-là, on passe au niveau supérieur. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité ascendante, contrairement, finalement, au jacobinisme qui est profondément descendant. Vous avez une pyramide dans un sens, et de l'autre côté, vous avez une pyramide qui descend. Et là-dessus, il y a encore beaucoup à faire. On en parlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a un seul chiffre. En Allemagne et en Suisse, presque la moitié des dépenses publiques sont réalisées par des niveaux inférieurs à l'État central. En France, ce n'est que 20%. Vous voyez le poids démentiel de l'État. La commune, pilier de base du fédéralisme, mais de la démocratie aussi. Je ne vous apprendrai pas que la démocratie est née dans les villes. La démocratie est née dans les villes grecques, et c'est l'échelon de base sur lequel s'est construit ce système politique. À la fois en Grèce, dans toute l'Europe, et en particulier en Alsace. Les villes ont été une réalité politique en Alsace avant que l'Alsace en devienne une. N'oublions jamais ce qu'était l'Alsace. Ici, à Sélestat, ville membre de la Décapole, n'oublions jamais le rôle central qu'ont joué finalement les communes, les villes dans l'histoire alsacienne. Et lorsqu'on l'oublie, parfois, on a des mauvaises surprises, comme en 2024. Rappelez-vous les Félons qui ont signé la lettre de soutien au maintien de l'Alsace dans le Grand Est. Ce n'étaient pas des députés, ce n'étaient pas des conseillers territoriaux, des conseillers alsaciens, c'était des maires de villes. N'oublions jamais le rôle central que jouent les villes et les communes en Alsace, du point de vue politique. Le système dans lequel nous vivons, ce jacobinisme, ce centralisme, veut faire de nous des idiots.
Et là, peut-être que vous le savez, mais je redis quand même, étymologiquement, les idiots est un mot grec qui s'applique en fait aux gens qui vivaient dans ces villes grecques dans lesquelles il y avait la démocratie, mais qui ne voulaient pas participer à la vie de la cité. En fait, qui se réservaient leur énergie en fait à mener leurs propres affaires, finalement, qui ne s'intéressaient pas à la démocratie, qui ne s'intéressaient pas à la prise de décision en commun, au bien de la cité. Et c'est un peu, finalement, là-dedans que le système-là voudrait bien nous cantonner. Finalement, tout est fait pour éviter que les gens s'investissent en politique. Nous sommes face à un système, je vous le dis ici, politico-médiatique, voilà, qui est une caste, en grande partie, et qui voit d'un mauvais œil que des citoyens, de simples citoyens comme nous, finalement, s'intéressent à la chose politique, et en plus, récoltent une partie non négligeable du soutien populaire. Alors non, nous ne sommes pas des idiots, et nous ne voulons pas nous faire enfermer dans cette case. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'idiots aux commandes du système. Des gens finalement qui ne sont pas là pour diriger finalement pour le bien commun, mais qui en grande partie sont là pour diriger leurs propres affaires. Et ça, les gens ne sont pas dupes. Il y a un sondage extrêmement intéressant qui est paru il y a quelques jours, ou peut-être 2-3 semaines, dans lequel on demandait aux gens, aux Français, également à d'autres Européens, finalement leur ressenti sur le fonctionnement de la démocratie chez eux. 76% des Français, donc les 3/4, trouvent que la démocratie, donc en France, ne fonctionne pas très bien ou pas bien du tout. En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, ce n'est que 50%. Vous voyez? Et c'est quoi qui nous sépare? C'est le système politique. 82% des Français estiment que nous vivons une crise institutionnelle grave. 80%, vous imaginez? Et parmi ces Français, il n'y a plus que 20% qui ont confiance dans la politique. Dans les autres pays européens, c'est plus de 50%. Vous comprenez dans la situation dans laquelle on est. Et encore plus intéressant, c'est si on regarde les niveaux le strat, en fait, si on demande par exemple aux gens dans quel type d'élu ils ont le plus confiance, eh ben on remarque que la confiance est inversement proportionnelle finalement à l'éloignement du pouvoir. Ainsi, plus de 58% des gens ont confiance dans leur mairie, dans leur commune, mais ils ne sont que 20% à avoir confiance à la présidente de la République ou au gouvernement, peu importe la personne. Donc on comprend bien qu'on a un problème d'éloignement du pouvoir. Et ce système dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce système qu'on pensait finalement indestructible, qu'on voyait comme un mur aujourd'hui, eh bien je pense qu'il est en train de se lézarder et qu'il va s'effondrer. Parce que la politique à papa, c'est fini. Et une grande partie de la classe politique médiatique est encore en plein déni, mais les observateurs, les citoyens, les études d'opinion nous confirment dans ces convictions que nous avons. Aujourd'hui, dans cette université d'été, et aujourd'hui dans les semaines, dans les campagnes que nous faisons, on n'est pas dans un exercice de style ou dans le témoignage. Le fédéralisme, l'autonomie sont la seule porte de sortie. Mais il va falloir faire vite pour mener cette révolution intellectuelle. Parce que demain, si on ne fait rien, le pouvoir ira soit à l'extrême droite jacobine, soit à l'extrême gauche jacobine. Soit, et c'est ce que nous proposons, il reviendra au peuple. Et nous ferons tout pour qu'il revienne au peuple, à nos peuples. Merci.